Votre émission Le Rendez-vous vous est présentée par But. But, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Aujourd'hui, dans votre nouveau numéro du Rendez-vous, nous recevons Lucas Kozak et Thomas Ackermann. Ils sont photographes et nous parleront de leur passion. Vous aurez aussi toutes les sorties du mois dans l'agenda, la rubrique de Lisa et puis on terminera notre émission avec J'ai testé pour vous. C'est maintenant dans le Rendez-vous. Salut à tous et on commence tout de suite notre émission avec nos invités du jour. Alors bonjour Lucas, bonjour Thomas. Bonjour Rémi. Alors, bienvenue sur le plateau du Rendez-vous. Alors dites-moi qui vous êtes. Lucas, on commence par toi. Lucas, on commence par toi. Lucas Kozak, alors dis-nous qui tu es. Eh ben, déjà, je suis natif de Saint-Dizier, Ouais. donc j'ai 23 ans, et donc gros passionné de cinéma depuis ma tendre enfance. Et donc du coup, j'ai une passion pour la photo qui est née vers mes 15-16 ans. C'était un travail de recherche sur moi-même. Et après, j'ai décidé que ça allait être plus loin qu'une passion. Donc je me suis inscrit à l'école de Condé-Nancy, donc c'était un bachelor photo en 3 ans. Et c'est là que j'ai suivi tout le processus pour préparer mon regard et tout ce qui était technicité photographique. Et j'ai appris tout ce qui était le laboratoire argentique, etc. Donc j'ai vu un peu tout ce qu'on faisait en photo. Et donc ça m'a permis aujourd'hui d'avoir choisi mon regard à moi, donc sur le hors-champ. D'accord. Thomas, du coup, Eh ben, à toi de te présenter. Ouais, moi c'est un petit peu différent. Donc, je fais de la photo depuis que j'ai 12-13 ans, j'en ai 27 aujourd'hui. Je suis venu à la photo de façon vraiment volontaire, on va dire. J'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai fait des études plutôt dans l'environnement. Et si je suis venu à la photo, c'était plus pour présenter un petit peu la nature que j'observais depuis que j'étais jeune. Et donc quand je faisais des sorties, etc., de pouvoir montrer aux gens un petit peu ce que je pouvais rencontrer. Parce qu'on ne me croyait pas forcément quand on rencontre certaines choses. Et puis tout doucement, je me suis un peu confirmé là-dedans, on va dire, parce que les premières photos, c'était pas forcément du grand art. Et puis, par la suite, j'ai décidé d'essayer de me mettre à mon compte, donc depuis 2011. Et puis, petit à petit, je me suis un peu tourné vers tout ce qui était photos de portraits, les mariages, les naissances, les choses comme ça, on va dire, pour en vivre un petit peu, hein, faut être franc, mais toujours en travaillant avec un certain regard, un peu celui que j'avais autour de la nature en tout cas. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes tous les deux photographes, mais avec des spécialisations différentes, puisque, Lucas, tu l'as dit, toi, tu es plus sur du hors-champ, et puis Thomas, plus sur la nature, et puis ensuite basculer vers du portrait, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, Lucas, explique-nous un petit peu ce que c'est que le hors-champ, finalement, puisque pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le hors-champ, qu'est-ce que c'est? Alors le hors-champ, pour faire simple, c'est tout ce qu'il y a avant et après une image, et aussi ce qui est caché dedans. En fait, c'est un processus qui permet de te dire qu'est-ce qu'il y a avant et après, et c'est surtout pour questionner le spectateur à ce qu'il voit en fait face à lui. Et le hors-champ, c'est un processus aussi qu'on retrouve au cinéma, évidemment. Et ici, en photo, le hors-champ, c'est surtout pour questionner le spectateur, quoi. Et donc, du coup, moi, je travaille sur ça. Et comme un réalisateur au cinéma, j'ai un travail de recherche. De recherche, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je peux prendre Google Maps et chercher un peu des points qui m'intéresseraient. Par exemple, un bâtiment avec une certaine colorimétrie, couleur. Donc, je fais un gros travail de marche à pied. Je fais tout à pied parce que à pied, c'est là qu'on voit le mieux et qu'on peut surtout jouer avec comme disait Thomas, des fois les paramètres, la taille, etc. Et du coup, grâce à ça, je cherche un décor qui serait réel, puisque je ne fais aucunement de mise en scène ni quoi que ce soit. Je cherche vraiment une réalité et je cherche donc des décors qui sont assez ordinaires,
mais qui implique une tension qui pourrait être palpable. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en regardant ça? C'est juste une porte ou une entrée de garage, mais il y a quelque chose en plus. Et c'est sur cette question que je veux amener les gens, moi. C'est-à-dire, ouais, c'est quelque chose qu'on peut voir tous les jours, mais grâce à la photographie, au cadrage, etc., donc à la technique même de la photo, on peut amener un questionnement différent sur les choses qu'on voit, par exemple, tous les jours. D'accord. Donc c'est vrai que nos téléspectateurs ont vu quelques photos là qui sont passées. Effectivement, on ressent, quand on voit ces photos, on ressent une certaine tension sur l'image et c'est volontaire finalement. C'est totalement volontaire et c'est aussi un pur hasard aussi des fois que cette tension est là, puisque comme j'ai dit, j'ai aucunement de mise en scène et surtout, ouais, si la lumière est bien ce jour-là et qu'il manque un détail, je reviendrai plus tard en espérant avoir le détail supplémentaire qui me manque, quoi. Donc c'est vraiment, des fois je pars en faisant 2-3 photos, puis des fois 0, quoi. C'est vraiment, j'attends vraiment d'avoir le moment particulier pour déclencher. Et donc on va dire que si je devais parler un peu d'esthétique, c'est un gros travail d'architecture, on va dire aussi, puisque j'essaie de faire ouais, c'est des morceaux de bâtiments, etc. Et si je suis un peu influencé aussi par le monde de la photographie américaine, les bâtiments américains, etc. Quand on peut le voir sur une des photos, qui a une photo de nuit là, avec un reflet d'ombre. Ça, beaucoup de gens m'ont dit ça a été fait à Nancy, on se croirait aux États-Unis avec l'ombre, etc. Alors, moi, en fait, je recherche un peu, j'ai beaucoup d'influence du cinéma américain sur moi, donc c'est pour ça qu'il ressort un peu de. C'est une de mes plus grosses influences pour mon travail. D'accord. Et donc du coup, Thomas, on est sur une autre spécialisation, donc la nature dans un premier temps. Dans un premier temps, parce que j'ai commencé par là, donc comme je disais, voilà, pour témoigner un peu de ce que je voyais. Mais il y a un gros travail d'observation aussi qui se fait sur la nature. Hein. Voilà, toi tu observes plutôt la ville, moi j'observe plutôt l'environnement et ce qu'on peut y voir. Les heures aussi où on se déplace, parce que les plus belles photos généralement c'est le matin, le soir, avec des lumières qui sont plus douces. Voilà, moi ce que je montre souvent c'est des images qui sont plutôt douces, pour avoir une ambiance plutôt apaisante, hein, au contraire de Lucas. Et puis, donc voilà, progressivement, voilà, même quand je prends des gens en photo par exemple, parce que la nature c'est plus une passion, mais on ne peut pas forcément en vivre, et donc les gens, c'est bien aussi de les prendre de façon un peu naturelle, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est apprécié en tout cas, et puis voilà, essayer de capter des petits moments, des petites expressions. Les gens aiment bien voilà, une photo plus naturelle, c'est une photo à laquelle on s'y attend pas finalement, hein, voilà. Donc après, voilà, les techniques, tout ça, etc. C'est vrai que voilà, prendre un angle de vue particulier, laisser l'imagination un peu au regard de la personne, avoir des lignes de fuite derrière, c'est des choses quand même plutôt intéressantes. Donc avec du coup une tension beaucoup plus complètement différente du style de photo de Lucas. On est sur une tension palpable sur le style de Lucas, alors qu'on est sur quelque chose d'assez doux quand on regarde, d'assez apaisant quand on regarde tes photos finalement. Ouais, c'est ce que j'essaye de rechercher. Après, voilà, souvent, je prends le cas des photos de mariage par exemple, où on va toujours essayer de capter une émotion, parce que voilà, ou une attitude. Ça peut être un enfant qui vient auprès de la mariée ou des choses comme ça. C'est des photos qui vont attendrir un petit peu aussi, et puis qui plaisent en général au plus grand nombre, quoi. Après, voilà. Selon, on est toujours un peu tributaire aussi de tout ce qui est météo, choses comme ça, les lumières. Moi, j'adore jouer avec ça, hein, et c'est vrai que je préfère par exemple un jour où on a une lumière plutôt sombre, enfin sombre sans forcément l'être, mais un temps nuageux, on a des éclairages beaucoup plus doux et beaucoup plus intéressants que une lumière de plein soleil à 14h, un samedi après-midi, pour un mariage par exemple. Ouais. Voilà. Après, les mariés seraient peut-être plus contents, plus heureux avec le soleil quand même. Hein. On est d'accord. Donc, ce qui se fait en fait, c'est qu'on voit qu'il y a un regard différent, parce que en fonction de ce que vous recherchez chacun, l'un et l'autre, est-ce qu'on peut dire réellement que la photo est un art? Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. Je pense que oui, on peut le dire. Après, c'est vrai que chacun a sa petite touche, on va dire. C'est ce qui fait aussi la différence voilà, au niveau des artistes, hein, puisqu'on peut dire ça. Après, voilà, on peut dire que c'est un art, je pense. Hein. Ouais. On peut laisser ça comme ça. Bah, je suis d'accord aussi, mais je voulais avoir votre point de vue aussi. Parce que effectivement, pour moi, ce qui fait aussi que une personne est un artiste, c'est parce qu'il arrive à transmettre des émotions.
Et c'est ce qu'on voit quand on regarde vos photos. C'est pas des photos qui restent. Quand on regarde les photos, on ne reste pas sans réaction. Il y a forcément une réaction, ça suscite forcément une réaction. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce qui fait de la personne un artiste, c'est qu'il arrive à susciter une émotion. Et en tout cas, moi, j'ai des émotions quand je regarde les photos, effectivement, des émotions de tension, de peur, d'angoisse, quand je regarde plutôt les photos de Lucas, des photos plutôt assez sombres aussi. Étouffante. Voilà, pardon. Étouffante. Étouffante, ouais, c'est ça, c'est vrai. Et puis quelque chose de beaucoup plus apaisant, en effet, sur les photos de Lucas, parce que voilà, c'est attendrissant. Pardon, Thomas. Excusez-moi. Presque. Donc ouais, les photos de Thomas, donc du coup là, des photos plus attendrissantes, plus douces, avec oui des lumières. Enfin, si je prends l'exemple de la photo du cormoran, avec la brume. C'est une photo qui est quand même qui a une petite histoire parce que bon, c'est une période où je faisais beaucoup d'affûts flottants. Alors bon, voilà, on est sur un étang, les pieds dans l'eau avec des grandes bottes, des waders. Et puis on se retrouve là, voilà, dans la brume au petit matin. Et puis finalement, on se dit non, c'est bon, il n'y a rien, on s'en va. Et puis bon, cette photo, en fait, je me suis retourné. Je dis oh, il y a un cormoran là-bas. Bon, je sais pas si je vais la prendre. Finalement, je l'ai pris. J'étais encore en argentique à cette époque-là. Je faisais de la photo en argentique, maintenant en numérique. Et donc cette photo finalement a un petit parcours, voilà, une exposition par exemple au Festival de Montier-en-Der en 2006. Elle faisait partie de l'expo et puis je pense que c'est une des images qui fait partie du haut de ma collection, on va dire. Voilà. D'accord. On ne fait pas toujours des images exceptionnelles, mais il y en a quelques-unes comme ça qui marquent. Alors justement, donc là tu parlais du Festival de la photo animalière, un gros festival sur la région et puis même j'ai envie de dire au niveau du national et de l'international. Si on parlait un petit peu de vos projets, on est sur quel projet pour toi, Lucas ? Alors moi, c'est continuer tout simplement d'étoffer mes séries, mon travail sur le hors-champ, continuer. J'ai plusieurs séries en cours, des screenshots de jeux vidéo, quelques qui sont disponibles sur mon site, où que j'élabore la même stratégie de recherche qu'en vrai, sauf dans le monde virtuel, puisque bon, je suis un gros fan de technologie aussi, je suis du monde numérique, et du coup, plus tard, ça serait donc proposer des photos qui sont issues du monde virtuel, et de les confronter aux gens pour dire ah, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement inventé par quelqu'un d'autre, etc. Et même les autres technologies telles que la réalité virtuelle peut-être, je sais pas, c'est avoir expérimenté en tout cas. Mais d'un autre côté, je continue mes séries plutôt classiques comme vous avez pu voir sur le hors-champ, tout simplement. Et étoffer tout ça et pourquoi pas m'inscrire dans une photographie d'auteur, quoi. D'accord. Voilà. Et pour toi, Thomas, du coup, la suite ? J'ai envie de dire un petit peu comme Lucas, on cherche toujours à étoffer un petit peu ses collections et puis à pouvoir montrer d'autres choses, de nouvelles choses. Donc après voilà, je peux ouvrir la porte, on va dire, à pas mal de nouvelles collaborations s'il y a des gens qui sont intéressés pour proposer des sujets de portraits, de mise en scène, de choses comme ça. Toujours dans le contexte un petit peu de travailler avec l'environnement et la nature, sans forcément être dans l'animalier, on va dire, puisque les gens ne sont pas des animaux. Mais pour le coup, voilà, essayer de travailler des nouveaux sujets, étoffer mes collections, oui, comme ça, et puis satisfaire de nouvelles personnes, et puis continuer dans ma lancée, on va dire. Voilà. Donc on peut retrouver finalement l'ensemble de vos photos, de vos séries sur vos sites internet personnels, donc lucaskozak.com, c'est ça, et Thomas Ackerman, donc c'est Autre Regard. thomasackerman.com, donc sur Google on peut trouver. Vous avez ici juste en dessous les sites internet pour pouvoir retrouver les différentes séries de Lucas et de Thomas. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis de nous avoir permis de vous découvrir et de découvrir votre art. Et puis vous restez pour la suite de l'émission et on enchaîne avec l'agenda. Et on commence tout de suite notre agenda avec le spectacle de danse de l'école Marchand Chrétien. Donc c'est le 2 et 3 juin 2017 au Fuseau. L'association Corée Art retracera en 2 soirées, donc le 2 et le 3 juin, sous forme d'un grand spectacle, les 50 ans de l'école de danse Marchand Chrétien. Alors c'est plus de 150 danseurs et figurants, 250 costumes, des décors inédits,
Diaporamas et bien d'autres choses encore seront présents pour ravir le public. On enchaîne avec les rendez-vous au jardin. Et cette fois-ci, les rendez-vous au jardin nous emmènent à l'abbaye de Trois-Fontaines. Donc découvrez les trésors botaniques de ce lieu chargé d'histoire. Donc une visite guidée du parc de l'abbaye le dimanche 4 juin à 15h. C'est une visite qui est gratuite et la visite dure 2 heures. Donc n'hésitez pas à vous rendre le dimanche 4 juin 2017 à 15h à l'abbaye de Trois-Fontaines. Le mardi 13 juin 2017 à 20h30 au théâtre de la Forgerie de Vassy. Donc il y a le Ciné-Ligue. Alors c'est en partenariat avec le Ciné-Ligue et la troupe de théâtre du Tu Parles. Donc c'est la troupe de théâtre Tu Parles, une troupe de Brouzeval. Et donc la Forgerie présente le mardi 13 juin un film qui n'est pas encore décidé mais qui le sera au moment voulu. Donc c'est un bon moyen d'amener le cinéma au plus proche des zones rurales. Le samedi 10 juin à 15h à la citadelle de Langres, donc vous pourrez pénétrer dans les quartiers militaires jusqu'alors interdits pour découvrir les poudrières, l'arsenal, les escarpes, les différentes bastions, enfin toute l'histoire de cette citadelle. C'est une histoire glorieuse du 21e régiment d'infanterie. Le départ de la visite se fait à 15h à la citadelle de Langres. Du 21 au 25 juin dans le centre-ville de Bisseuil dans la Marne, vous pourrez retrouver plus de 20 artistes de renommée régionale, nationale, voire même internationale, qui seront présents donc pour la 7e édition du Festival du Rire en Champagne. Vous y découvrirez le rire sur toutes ses facettes, texte, visuel, mime, chansons, comédie, cirque, stand-up, etc. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.festivaldurire-en-champagne.com. Pour connaître plus de sorties et plus d'idées de sorties, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Yakuala 52, partenaire de l'émission, et puis de la communauté de communes d'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. Et on enchaîne notre émission, on accueille Lisa pour sa rubrique Les secrets de stars. Bonjour Lisa. Bonjour Rémi, bonjour les garçons et bonjour à tous. Alors, quels sont les secrets de stars aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à des stars qui nous ont peut-être un peu saoulés ces derniers mois. C'est par rapport à la campagne présidentielle qu'on vient de vivre. Maintenant, on connaît le nom de notre chef de l'État. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais un chef de l'État doit rendre compte de sa santé et doit publier, quand il arrive au pouvoir, un bilan de santé. Non. 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 Bon. Et donc voilà, je me suis intéressée à ça. Pourquoi déjà on a mis en place un bilan de santé ? Pourquoi un homme d'État devrait forcément dire quand est-ce qu'il s'est fait opérer, par qui, etc. Peut-être pour voir la longévité, voir s'il a des gros soucis de santé. Ou Exactement, pas, mais... c'est exactement pour ça, parce que déjà dans l'histoire, on a Georges Pompidou qui est mort en plein exercice de ses fonctions, donc ça a quand même posé un problème de succession entre guillemets. Et puis il y a aussi François Mitterrand qui a caché sa maladie pendant de longues années, et le médecin de Georges Pompidou a lui-même dit qu'il était au courant en fait au moment où il s'est présenté aux élections qu'il avait donc une maladie, c'était un cancer hématologique, un cancer du sang qui a entraîné sa mort malheureusement. Donc du coup tout ça pour vous raconter pourquoi je me pose des questions comme ça existentielles. Je me suis demandé si c'était commun en fait d'être dirigé entre guillemets par des hommes malades. Je sais d'ailleurs que, par exemple, François Hollande a dû rendre compte quand il s'est fait opérer de la prostate. Il a dû l'annoncer dans un communiqué officiel. Et d'ailleurs, si vous voulez vous intéresser aux maladies et à l'état de santé de nos présidents, vous pouvez aller sur le site de l'Élysée et retrouver vraiment tous les bilans de santé. Quand est-ce qu'ils se sont fait opérer, par quel médecin, où ça, de quoi, etc. Du coup, tout ça pour en revenir à celui qui a été sans doute le plus caractéristique niveau longévité et niveau maladie, c'est Louis XIV. Donc je suis remontée très très loin, mais parce que vraiment son bilan de santé est incroyable. Il a chopé des trucs, mais incroyable. Du coup, j'ai décidé de retracer sa vie chronologiquement. Et on va voir déjà qu'en 1647, à l'âge de 9 ans, il commence bien avec une petite vérole ou variole. Donc c'est pas du tout glamour, c'est des gros pustules, mais vraiment, qui font irruption sur le corps et sur le visage, qui laissent des cicatrices indélébiles. Donc en fait, on a des portraits de lui, mais il faut l'imaginer avec des énormes cicatrices noires. Et il avait 40% de chance de mourir de cette maladie, mais non. Il a survécu. Ensuite, en 1653, à 15 ans,
il lui arrive encore quelque chose. Il est diagnostiqué d'une tumeur au sein qui sera cautérisée, donc brûlée sans anesthésie, évidemment. C'était bien un homme. Oui, Ok. du sein. Lui, il l'a fait. Voilà. D'accord. Donc pas d'anesthésie générale à l'époque. Hein. En 1655, il a une blénorragie chronique ou gonorrhée. Vous savez ce que c'est? Pas du tout. Et bah, c'est une MST. Ah d'accord. Parce qu'il en a collectionné pas mal aussi. Par contre, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Ceux qui veulent aller voir sur Wikipédia, allez-y. Hein. Il y a des photos pour illustrer le tout. Moi, je rentre pas dans les détails aujourd'hui. Ouais, non. Vous Voilà, voulez pas. si vous voulez aller voir gonorrhée, allez-y. Ensuite, en 1658, pour ses 20 ans, il a une fièvre typhoïde, donc 40 degrés et plein d'effets secondaires bien dégueux. En 1676, il commence à avoir des ennuis au niveau des dents. À 18 ans, il va avoir une carie de l'os de la mâchoire. Donc lui, c'est pas une seule dent, quoi. C'est directement l'os de la mâchoire supérieure avec un ulcère perforant la voûte de son palais. Donc ça veut dire qu'il avait le palais ouvert à l'âge de 18 ans. Ah oui. Donc voilà. Bon, après, il faut dire qu'à l'époque, ils Oui, n'étaient pas super aidés niveau brosse à dents et tout. Niveau C'était pas ouf, hygiène, quoi. ouais, c'était un peu compliqué. Ouais, un peu. Et ensuite, en 1685, décidément, notre loulou, il a toujours mal aux dents. On a dû lui extraire plusieurs dents cariées, mais là, ça lui a provoqué carrément un arrachement du palais. Donc le palais, ciao bye bye, il en avait déjà plus. Voilà, pas de palais. Donc, mais il a quand même très bien vécu, parce que là, on est quand même en 1685. Pour l'instant, il tient le coup. tient le coup. 1686, là, c'est l'opération la plus célèbre qu'il a eue, c'est une fistule anale qu'il a eue. Ah oui. Donc opéré à vif, donc le derrière à l'air, hein, le roi opéré, voilà. Donc bon. Et enfin non, il y a encore 1696 et 1704 où là il a 2 reprises des furoncles. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais pareil, c'est vraiment dégueu. C'est un énorme, plein d'énormes boutons d'acné, mais vraiment, en fait, c'est une infection du poil et donc ça fait apparemment horriblement mal et ça fait plein d'énormes boutons, plein de pus. Voilà. Et il en a eu 2 fois. D'accord. Donc 2 éruptions de furoncles. Et enfin, en 1715, ce qui va l'achever, à l'âge de 80 et quelques, c'est une gangrène de la jambe gauche. Mhm. Donc après tout ça, c'est sa jambe qui va lui faire mal. Voilà. Et c'est ce qui va le tuer. Ce qui va le tuer. Au mois de septembre 1715. Voilà. Bon, malgré toutes ces maladies, il a quand même vécu assez longtemps. C'est le plus long règne de l'histoire de France. Donc, chapeau l'artiste. Oui, mais surtout, c'est 80 ans à peu près. C'est un âge assez incroyable quand même. Pour l'époque, bah oui. Puis Pour c'est l'époque, le roi qui nous a gouverné le plus longtemps. Et puis, malgré tout ça, la pêche, quoi. Oui. Mais du coup, on a des portraits de lui, on l'imagine quand même plutôt beau gosse. En fait, avec toutes les cicatrices, les trucs qu'il a eu, ça devait pas être Jojo, quoi. Ouais. Mais bon. En même temps. Voilà. Donc, j'espère que vous avoir appris plein de maladies bien dégueu qui existent encore pour la plupart d'ailleurs. Et voilà. Donc maintenant, on va voir si avec notre nouveau chef d'État, on va pouvoir lui faire confiance niveau maladie. Oui, affaire à suivre. À mon avis, ça peut pas être pire que Louis XIV. Non, ça c'est sûr. Merci Lisa. De rien, avec plaisir. Hein. Pour ces petits secrets de star. Alors Voilà. des secrets de star d'il y a un petit peu de temps. Ouais. On croit que celle de François Hollande, c'était pas mal aussi. Ouais. Hein, on enchaîne tout de suite notre émission avec J'ai testé pour vous. Alors, J'ai testé pour vous, c'est la rubrique où je teste pour nos téléspectateurs différentes choses qui se font un petit peu sur tout notre territoire. Et ce mois-ci, j'ai décidé de tester Terre Altitude. Est-ce que vous connaissez Terre Altitude ? Non, pas du tout. Non. Alors, ça se trouve dans les Ardennes, à Fumay. Terre Altitude, c'est un gros parc où on peut retrouver de l'acrobranche, on peut retrouver un petit peu d'escalade, il y a du paintball. Voilà, il y a un certain nombre de choses, il y a du saut à l'élastique. C'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai testé pour vous Terre Altitude. Voici les images.
Alors là, on va tester le free jump. Je dois sauter en chute libre dans ce gros matelas. Là, on fait le deuxième saut, mais cette fois-ci, on est à 8 mètres de haut. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ah la vache! Alors là, on va faire une chute attachée, mais à 20 mètres de haut. Ouah, putain! Ouah. Alors là, c'est parti, on est prêt. Dans quelques minutes, enfin même pas quelques secondes. Donc Marion, c'est ça, si j'ai bien compris. Marion, qui est juste à côté de moi, va lâcher, va lâcher le mousqueton qui me tient. Et Je vais te larguer. voilà, je vais te larguer. Alors, d'après les images, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir Terre Altitude? Ça a l'air plutôt sympa, mais un peu trop de sensations pour moi. Ouais. La tyrolienne, ça a l'air bien. Ouais, t'as un peu le vertige. Ouais, j'aime pas forcément les grosses sensations fortes. Ok. C'est pas mon truc. Bah, pour info, le dernier truc qu'on voit à la fin, la grande tyrolienne, qui s'appelle le Fantasticable. Alors, il y a 1 km 200 de glisse finalement en tyrolienne. Bon, il y a des pointes quand même à plus de 100 km/h. Mais du coup, à ce moment-là, c'est pas une grosse sensation forte. Donc ça peut se faire. Après, c'est sûr que si on a la peur de la hauteur. Lucas, toi, ça Ça va être t'intéresse? un truc de photographe parce que moi je suis pareil, j'aime bien rester les pieds sur terre. Je suis venu plus la tyrolienne, peut-être parce que étrangement c'est le seul truc où je me sens en sécurité alors que c'est le truc où, voilà. Ouais. Je suis pas un gros fan de. De sensations. Enfin moi, ou alors quand on maîtrise soi-même, oui, mais sinon j'ai pas confiance en tout ça. Enfin, ouais, c'est plus une peur. Ouais.
Visiblement, ça doit vraiment être un truc de photographe parce qu'on a un photographe dans l'équipe qui nous a accompagnés sur le tournage et lui, pareil, hein, il voulait pas monter, il restait au sol. Voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être vraiment un truc de photographe. Pour le coup, j'ai déjà pris d'altitude quand même. J'ai déjà fait de l'ULM pour faire des photos justement du lac du Der, mais c'est pas la même sensation, je pense. Il y a moins la sensation de vitesse et de l'inconnu finalement. C'est un peu ça. Elisa, du coup, est-ce que ça te donne envie de tester Terre Altitude? Oui, mais peut-être pas les trucs où il faut sauter, en fait. Ouais. Genre, j'aime pas devoir me dire, allez, saute dans le vide. Enfin, je trouve ça ça me fait bizarre. Un peu suicidaire. Ouais, voilà, genre, allez, saute. Tu sais que ça va te faire peur, tu sais que tu vas hurler, mais saute quand même. Que la tyrolienne, tu dis, oh, c'est cool, je vais voir du paysage. Je me dis, ouais, c'est sympa, il y a la vue et tout. Que sauter pour sauter dans un truc, je comprends pas. Alors pour info, faut en vouloir quand même pour accéder jusqu'à Terre Altitude parce qu'il y a un petit peu de marche, il faut quand même grimper un petit peu. Alors ça se fait en douceur, mais parce que ça se trouve dans une ancienne ardoisière dans les Ardennes, mais le site est vraiment très très beau. On est vraiment au-dessus de la vallée. C'est hyper intéressant et puis c'est assez complet, on peut facilement y passer une journée complète puisqu'il y a du paintball, parce qu'il y a aussi un petit parcours d'acrobranche pour les enfants. Il y en a aussi, alors il y a un parcours aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un filet, juste un filet, on n'est pas attaché, mais c'est si on tombe dans le filet. Ah, ça c'est donc bien. c'est plutôt intéressant. Et enfin voilà, c'est quelque chose de très complet et ça se trouve donc à Fumay dans les Ardennes. D'accord, ouais, il y en a pour toutes les sensations. Il y en a pour toutes les sensations et pour toute la famille vraiment, donc c'est hyper intéressant. D'accord. En tout cas, on termine notre émission comme ça sur cette petite image, ces images de Terre Altitude. Je vous remercie tous de nous suivre et de votre fidélité sur cette émission. Merci encore Thomas, merci Lucas de votre venue sur notre plateau et de nous avoir fait découvrir votre passion et ce monde de la photographie que je ne connaissais pas encore jusqu'à présent. Merci Lisa. Et puis on se dit à très vite pour un prochain numéro du rendez-vous. Yes, with your man.